Alors, Nathalie Garçon, vous avez créé votre propre marque en 1989, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cet univers à l'origine? Dans la mode, en fait, je crois que j'avais toujours envie de travailler dans le vêtement. C'était vraiment un mode d'expression pour moi. La mode, c'est arrivé en fait après quelques années d'errance aux Beaux-Arts, aux Arts Déco, où je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour ça, mais que j'avais vraiment envie de faire de la mode. J'ai commencé chez Cacharel en fait comme assistante, comme stagiaire. Les Beaux-Arts, c'est quand même une errance assez sympathique, enfin de bon niveau, disons. Oui, mais je me sentais pas du tout devenir sculptrice. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de talent. À l'époque, c'était assez compliqué de faire de la mode, mais je me suis dit, allez, lançons-nous. Ah, Émilie Garçon, vous avez grandi au contact d'une créatrice de mode importante, votre propre mère, Nathalie Garçon. Vous avez donc voulu en poursuivre dans ses propres pas plutôt qu'envoyer tout valser. Est-ce qu'il y a eu un désir de continuité qui vous a poussé, qui vous a donné cette impulsion? Ce qui est sûr, c'est que moi, je l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu de continuité. Ma mère parlait d'une forme de errance artistique. Moi, je viens aussi d'un autre milieu qui est l'architecture et le design. Je viens du revêtement, moi, plutôt. Donc, ça m'a amené vers le vêtement, même si j'ai pas complètement arrêté mon premier choix. C'est vrai que c'est cette continuité et puis cette espèce de chassé-croisé, justement, cette rencontre, c'est le sujet de cette interview, cette rencontre artistique qui m'intéresse aussi, cet échange. Alors Nathalie, lancer une marque de vêtements, c'est pas une chose aisée, ça l'était pas, j'ai envie de dire, dans les années 90, ça l'est toujours pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui finalement a débloqué la situation? Qu'est-ce qui vous avait permis, comme on dit, de passer à l'échelle, en tout cas d'atteindre peut-être une vitesse de croisière? Moi, j'ai eu plusieurs étapes dans ma carrière. J'ai eu des débuts, comme tous les jeunes créateurs, assez difficiles, avec des négociations avec les banques qui vous demandent toujours des garanties. Bon, ça a été compliqué pendant 10 ans. Après, je me suis associée à un groupe. Aujourd'hui, j'ai une amie partenaire qui est une femme qui me suit et avec qui on a vraiment la même vision. Et en fait, j'ai fait marche arrière. Moi, j'ai plutôt diminué, j'ai complètement réduit l'activité parce qu'à un moment donné, il fallait devenir encore plus gros. C'est-à-dire, il y avait 200 et quelques points de vente, mais il fallait toujours plus. Et ça a été très compliqué de faire marche arrière. Donc, il y a eu vraiment plusieurs étapes. Et je dirais que aujourd'hui, je suis redevenue un petit peu comme à mes débuts. Alors Émile, vous venez de l'architecture, vous l'avez dit à l'instant, vous avez grandi, j'imagine, avec des figures qui vous ont inspiré, des artistes peut-être, des entrepreneurs, des créateurs, en dehors de votre mère. Qu'est-ce qui a nourri un peu votre imaginaire? Je pense qu'on a un amour étonnamment commun autour du cinéma. Je pense que c'est quelque chose qu'elle m'a transmis et effectivement qui a toujours bercé moi mon imaginaire, en tout cas stylistique, autour de la mode. En architecture, on a tendance à dire que la façon dont on s'habille traduit aussi notre style et vecteur de notre créativité. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'architectes dont j'aimais le style architectural qui avait plutôt du style aussi vestimentaire, et donc ça me plaisait beaucoup. Oui, puis il y a des architectes qui t'ont inspiré aussi. Oui, beaucoup. Je suis très fan d'architectes comme Tadao Ando, comme Peter Zumthor, comme Frank Lloyd Wright. On travaille le vêtement comme une architecture, c'est-à-dire que c'est des proportions, c'est des rythmes, c'est des formes, c'est des courbes, c'est des lignes droites, c'est des coupes. On retrouve un peu le même vocabulaire et les mêmes gestes parfois, je trouve. Alors Nathalie Garçon, vous dites que vos vêtements sont faits pour des personnes plutôt douces, des femmes en particulier, et pas des guerrières. Ça peut aiguiser mon intérêt. Pourquoi cette position? Mon grand-père avait un grand hôtel à Cannes, donc les gens venaient vraiment pour des périodes très précises dans leur vie, et j'ai pas été confrontée à l'univers du travail. Ma mère était joueuse de tennis, et puis en fait j'aime bien l'idée de la séduction, l'idée du charme. J'aime beaucoup ce que l'on peut exprimer comme ressenti à travers un vêtement. Et vous, Émile, à qui vous adressez-vous en particulier? Moi, je crois que je m'adresse à des hommes qui déposent un peu les armes, justement. J'entends par là des hommes qui s'assument avec aussi beaucoup de féminité. Je fais des vêtements qui sont assez unisexes, en fait. En tout cas, je suis très marqué par l'univers de Nathalie, et donc j'aime bien les hommes qui s'assument aussi par la couleur, par le motif, par les formes plus douces, puis par la poésie. Surtout, j'essaie de mettre beaucoup de poésie dans mes vêtements, qui sont chaque pièce, ce sont des pièces uniques. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'insuffler dans ma collection. Alors Nathalie, on va rentrer un peu dans le concret, si vous voulez bien, de certains éléments, mais que je trouve très intéressants. Sur le sourcing, c'est un élément important de votre méthode de travail. Il me semble que c'est en Tunisie que vous trouvez justement votre inspiration, vous confirmez? Alors, c'est pas en Tunisie que je trouve l'inspiration, parce que l'inspiration, elle est multiple. J'ai travaillé dans beaucoup de pays, sur à peu près
dans tous les lieux dans le monde où on fabrique. Et à un moment donné, je travaillais beaucoup en Asie et puis je faisais des grosses séries. Et voilà. Et donc, j'ai cherché un endroit où je pouvais revenir à des toutes petites séries, voir des ateliers en fait, des ateliers de femmes. Et par hasard, par amitié, je me suis retrouvée en Tunisie et là, j'ai trouvé vraiment des petits ateliers qui sont tenus par des femmes avec qui on peut travailler, Émile aussi d'ailleurs, je pense, plus en collaboration quand on n'est pas des donneurs d'ordre. Et les matières premières qu'on trouve en Tunisie viennent d'Europe en fait. C'est une plaque tournante en fait, la Tunisie. Donc c'est plutôt pas mal pour trouver tout et surtout des petits ateliers. Quelquefois, ce sont des pièces uniques, quoi. Enfin, on peut faire ça là-bas. Alors Émile, votre marque Émilie Garçon, votre propre marque est à 100% upcyclée, donc elle est constituée, elle est fabriquée à partir de tissus qui sont déjà utilisés. Pourquoi ce choix finalement? Est-ce que c'est des valeurs qui vous ont été transmises par votre mère ou est-ce que c'était un choix radical à l'origine? Il y a deux choses. Déjà, c'est que je trouve que c'est un phénomène de société. Je pense que c'est une façon de voir la mode qui est très ancrée quand même dans notre génération. Nathalie, ma mère, l'a compris très tôt. Je trouve que c'est vraiment une vision de la mode. L'autre chose, pour être un petit peu plus honnête, c'est que moi, je suis pas créateur de mode. Donc l'avantage aussi de cette technique-là, elle me permet de me réapproprier des codes et des styles et des savoir-faire surtout. Donc j'apprends sur les tas en les découvrant, en les analysant, en les ouvrant, parce qu'effectivement, quand je chine un manteau ou une veste, j'apprends à découvrir la coupe. Est-ce que c'est raglant? Est-ce que c'est quel type de matière? Quel type de... Et après, je m'érudis sinon sur le sujet, mais à la base, moi, j'ai pas de formation, donc ça me permet d'arriver avec et de profiter d'un savoir-faire. C'est quelque chose qui, on espère, deviendra un phénomène de consommation du textile. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que tu prends pas les vêtements comme ça, tu les retransformes complètement. C'est-à-dire que c'est pas uniquement chiner ou faire du vintage, c'est prendre ces vêtements qui sont dans les fripes, et là-bas, c'est vraiment une des plaques tournantes, et de les reconstruire. Alors Nathalie, vous travaillez en dehors, désormais en tout cas, du système des défilés. Et donc, est-ce que c'était une façon pour vous de rester plus indépendante finalement? Pourquoi avoir mis de côté cet élément qui effectivement est assez important dans un pan du milieu de la mode? J'ai commencé par le mettre de côté quand il y a eu, ça fait déjà pas mal de temps, quand il y a eu tous les mannequins anorexiques. Je trouve que la mode a une vraie responsabilité. J'ai commencé déjà à prendre des distances par rapport à ça, et les défilés que je les faisais occasionnellement, parce que j'aime pas l'idée d'être obligée, d'être cette espèce de stress permanent. Et c'est vrai que j'aime bien les traces du temps sur les gens, sur les femmes. Surtout quand on parle du cinéma ou quand on parle des photographes, les photographes des années 70, des Avedon, quand on voit les mannequins, elles ont l'air beaucoup plus âgées que ce qu'elles n'étaient réellement. Et c'est vrai que je trouve plus intéressant de voir la personnalité et les traces de vécu que de cultiver en permanence l'innocence. Émile, quel est votre avis sur cette question justement du jeunisme qui peut exister effectivement dans la mode, féminine ou même masculine? Je trouve que l'homme bénéficie d'une tolérance assez injuste vis-à-vis de ça. Donc c'est vrai que moi, mes inspirations hommes sont que des hommes qui ont 2 fois mon âge. Moi, je suis un fan de James Stewart, de tous ces mecs... Qui faisaient plus vieux, et qui avaient des gueules, et qui avaient des carrures, qui avaient des gueules aussi, et surtout qu'effectivement le temps était passé, quoi. Robert Mitchum. Maintenant, je suis absolument admiratif de la démarche. C'est vrai que l'association Over 50, alors j'y contribue au maximum, ce que je peux. Moi, ce qui m'a surpris quand on a monté tous ces défilés qui mettaient les femmes de plus de 50 ans en avant à travers l'association Over 50, c'est justement une légèreté, quelque chose de fantastique à fréquenter, quoi. J'ai trouvé que les femmes de plus de 50 ans, qu'on faisait défiler, cette singularité, il y avait quelque chose de complètement libéré. Et je trouvais qu'au contraire, ça donnait vachement envie d'avoir cet âge-là. Alors Émile Garçon et Nathalie Garçon, vous faites tous les deux des vêtements qui sont quand même colorés. Moi, c'est quand même ce qui me frappe. Alors, pas exclusivement, mais c'est quand même l'impression que ça m'a donné, des vêtements qui sont lumineux, je dirais. Est-ce que vous cherchez à diffuser la joie autour de vous? Est-ce que c'est d'abord ça, le vecteur de vos créations? Moi, je travaille mes couleurs comme un chef en cuisine, en fait. Travailler le noir, le bleu marine, le gris, et tout ça, c'est très beau, c'est très chic, on prend pas de risques. Par contre, dès qu'on se lance dans des mélanges et tout ça, moi, j'aime bien la prise de risque, en fait. Je me sens très proche de créateurs qui travaillent avec la couleur. Il y a certains créateurs que j'adore parce que justement, ils ont pris des risques, ils prennent ce risque-là. Donc, c'est comme faire la cuisine. Je trouve que se priver des couleurs dans la mode, c'est vraiment comme un chef qui se priverait d'aller au marché, quoi. Moi, j'ai détesté la couleur pendant longtemps. Pendant trop longtemps. Maintenant, je reviens complètement
dessus. Je trouve que c'est assez risqué quand même. Moi, je trouve que le noir et blanc, parce que ça demande une précision assez folle. Et encore une fois, il y a deux choses. Moi, j'ai découvert donc ces pièces anciennes, et notamment, je travaille beaucoup autour du foulard. Moi, c'est ma thématique. Donc, mes chemises sont faites à partir de foulards anciens, mes doublures sont faites à partir de foulards, et le foulard a cette particularité qui n'existe quasiment pas en noir et blanc. Et puis, il y a déjà des gens qui ont travaillé sur ces harmonies avant moi. Moi, je les récupère, et puis l'idée, c'est de trouver des harmonies dans les harmonies. Ce qui est assez encourageant, c'est qu'il y a on a un retour très positif là-dessus. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les gens, en fait, en ont marre. Ils ont vécu, on a l'impression qu'ils ont vécu en noir et blanc sur les 20 dernières années, et que tout à coup, ils découvrent un peu la couleur, et ils disent, très souvent dans la boutique, les gens rentrent en disant, mais ça fait du bien, comme s'ils redécouvraient la couleur. Et moi, j'adore mélanger le noir et blanc avec une touche de couleur. Je trouve que l'homme est moins courageux encore sur le total look, sur la couleur. Donc on travaille par étapes. En dernière question, je voudrais savoir pour chacun de vous deux, comment voyez-vous l'avenir de la mode ? On est dans une situation qui est un peu difficile aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan économique. Il y a évidemment la question du dérèglement climatique, de l'épuisement des ressources qui se pose évidemment dans une industrie qui est quand même considérée comme assez polluante à l'échelle globale. Et en même temps, vous êtes tous les deux très engagés dans l'upcycling, on l'a dit tout à l'heure. J'ai pas d'idée parce que moi je suis une exception, je suis un accident si je peux dans ce milieu. C'est que je suis une pièce rajoutée, je suis tout nouveau, donc je me garde bien de donner des leçons. Sur la création, moi je suis pas là pour donner des leçons sur la création, mais sur la consommation, moi ce qui me terrifie, c'est de voir qu'il y a un artisanat qui se perd, qu'il y a des savoir-faire qui se perdent dans des pays parce que justement il y a une consommation étrangère et internationale. Et je peux pas donner de leçons, je peux juste constater, voilà ça. J'ai l'impression que le Covid et peut-être ces éléments-là vont redistribuer un peu les cartes. Moi, je suis plus pessimiste qu'Émile parce que je trouve qu'on va vers les groupes ont atteint une telle grandeur qu'ils vont s'adapter absolument à tout. Il y a un peu deux mondes en fait. Il y a le monde de la surconsommation. Et puis après, effectivement, il y a une autre partie qui sont des gens qui sont peut-être plus proches de nous où l'idée c'est de consommer évidemment moins, consommer plus cher parce qu'il n'y a pas de mystère. Quand on achète un vêtement à 10 €, il n'y a absolument pas de mystère. Derrière, il y a des conditions de fabrication qui sont odieuses. Je pense que pour l'instant, elle est tout le temps en train de contourner les problèmes en fait.